Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président malien Ibrahima Boubacar Keïta est arrivé ce jeudi à Niamey au Niger. Dernière étape de sa mini-tournée régionale consacrée à la force du G5 Sahel. Objectif, parler d'une seule voix lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Les meilleurs bacheliers 2017 récompensés par les autorités tchadiennes, ordinateurs, tablettes et bourses d'études ont été distribués à ces derniers qui représentent 20,8% de l'ensemble des admis. Et puis après Acacia Mining, c'est au tour de la société Petra Diamonds d'être dans le collimateur des autorités tanzaniennes. Elles ont annoncé ce 10 septembre la nationalisation de diamants d'une valeur estimée à 29,5 millions de dollars. Après la Mauritanie, le Niger, le président malien Ibrahima Boubacar Keïta est arrivé ce jeudi à Niamey dans le cadre d'une mini-tournée régionale portant sur la coopération entre les pays membres du G5 Sahel. Plus concrètement, il est question de faire le point avec ses homologues sur les contributions des uns et des autres, sur leurs besoins et sur le positionnement dans le but de parler d'une même voix lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Écoutons. Nous sommes donc ici aujourd'hui, pas seulement en chef d'État d'un pays frère, mais en chef d'État d'un pays frère commis à mission commune, le G5 Sahel. On le sait, bientôt il y aura l'Assemblée générale des Nations Unies, et il était donc bon, il était souhaitable que nous venions voir nos frères du Tchad, du Niger, et poursuivre sur le Burkina. Donc nous allons faire ainsi le tour de nos 5 pays pour que, encore d'une voix forte, unie, solidaire, sans faille aucune, nous nous rendions là-bas. C'est cela qui nous amène ici aujourd'hui. Fin de la trêve en Guinée, les partis de l'opposition républicaine menacent de reprendre les manifestations de rue dès ce 20 septembre 2017. Un signe de protestation suite au retard accusé dans l'organisation des élections communales et communautaires, mais également dans la mise en application de l'accord politique d'octobre 2016. On fait le point tout de suite dans ce reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant à Conakry. L'opposition guinéenne annonce la reprise de ces manifestations de rue à partir du 20 septembre 2017 sur la route Le Prince à partir de Bambeto, direction stade du 28 septembre. La seconde manifestation est prévue pour le 27 septembre, soit une semaine après. Cette fois sur l'autoroute, avec le même point de ralliement, l'opposition réclame des élections locales dans les plus brefs délais. On est dans une situation donc où il n'y a plus de perspective, il n'y a plus de visibilité quant à l'organisation des élections locales. Et du fait d'une mauvaise volonté, d'un manque de volonté politique clairement affiché aujourd'hui par le pouvoir. Nous avons dit que nous allons user désormais d'une garantie qui nous est accordée par la Constitution, c'est-à-dire le droit de manifestation. Ce nouveau calendrier de manifestation apparaît alors que des échanges sont en cours depuis un an autour de l'application de l'accord du 12 octobre 2016 entre l'opposition et le gouvernement. Un document qui prévoyait notamment la tenue de scrutins locaux avant la fin de l'année 2017 et l'audit du fichier électoral, suffisant pour étonner les autorités qui jugent ces manifestations inopportunes. On ne nous dit pas quel point n'a pas été appliqué, tout simplement parce qu'en fait, cet accord est aujourd'hui en train d'être exécuté normalement. Il existe un organisme responsable de ces élections, c'est la Commission électorale nationale indépendante, dans laquelle l'opposition est largement représentée. Les élections locales devraient avoir lieu depuis décembre 2010. La question du budget nécessaire à leur organisation se pose avec acuité. Le gouvernement n'a en effet débloqué que 115 milliards de francs guinéens contre un besoin de 350 milliards exprimé par la Commission électorale nationale indépendante. Par ailleurs, ce scrutin coïncide désormais avec des élections législatives prévues en 2018 et la présidentielle en fin 2020. Au Tchad, l'ambiance était à la fête au ministère de l'Éducation nationale. Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves se sont vus accorder des bourses d'études. À cela s'ajoutent d'autres présents tels que des tablettes ou des ordinateurs. De quoi motiver la nouvelle génération. Voyez ce reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad.
Les autorités tchadiennes octroient des prix aux meilleurs bacheliers et aux meilleurs établissements de l'année 2017. Des ordinateurs, des tablettes, des bourses d'études et des attestations sont remis aux 100 premiers lauréats du baccalauréat session de juillet 2017. Selon le gouvernement, cette initiative a pour but d'encourager les élèves et les encadreurs à travailler davantage pour la culture de l'excellence. Nous avons organisé cette cérémonie pour célébrer l'excellence, c'est-à-dire essayer de récompenser les meilleurs lauréats au baccalauréat. Et quand vous savez que de telles initiatives sont très incitatrices, elles stimulent un peu l'énergie des uns et des autres et surtout créent une compétition saine. Parce que les enfants se mettent réellement en compétition et vous avez suivi avec nous l'ambiance qui a prévalu au cours de toute la cérémonie et donc les enfants ont envie d'être les meilleurs des meilleurs. L'année académique 2016-2017 au Tchad a été particulièrement perturbée par des grèves et des tensions sociales dues à la situation économique difficile que traverse le pays. Selon certains observateurs, malgré la crise qui a secoué pendant 4 mois le système éducatif du pays, les résultats au baccalauréat de cette session sont à la hauteur des attentes. Nous étions vraiment inquiets, nous en tant que responsables des institutions du supérieur, parce que sans l'organisation de baccalauréat, nous ne pouvons pas avoir d'étudiants. Et ils l'ont fait dans des conditions assez difficile. On a traversé vraiment des moments de tension à différents niveaux et Dieu merci, tous les partenaires impliqués dans ces revendications se sont raccordés le violon pour pouvoir finir l'année en beauté et le volume horaire, nous l'avons aussi vu, a été comblé tel que l'exige le critère de l'éducation. Pour rappel, environ 71 000 candidats ont composé cette année le baccalauréat au Tchad, dont près de 28 000 ont été déclarés admis, soit un pourcentage de réussite de 38,80% contre 32,54% en 2016. Le bulldozer a encore frappé après avoir interdit au mois de mars l'exportation de minerais bruts non traités. Le président tanzanien John Magufuli, qui poursuit sa politique d'appropriation des ressources minières, a annoncé la nationalisation de diamants d'une valeur estimée à 29,5 millions de dollars. Explication avec Corinne Kamdem. Le gouvernement tanzanien intransigeant dans sa politique anticorruption. Le 10 septembre, les autorités ont annoncé la nationalisation de diamants d'une valeur estimée à 29,5 millions de dollars après avoir accusé la compagnie britannique Petra Diamonds, propriétaire de la mine, d'en avoir sous-évalué la valeur. Les documents de la compagnie britannique faisaient en effet état d'une cargaison estimée à 14,7 millions de dollars. L'État est dans son bon droit d'agir de la sorte. Et ce n'est pas nouveau, c'est courant un peu partout, dans le domaine de la foresterie, dans un domaine autre que minier. L'État utilise ces moyens-là pour pouvoir rentrer en possession des impôts, droits et taxes qui généralement constituent la principale source de revenus qui lui permet de faire face à ses engagements publics. Donc, si vous privez l'État de ses moyens d'action, c'est un peu comme si vous piétiniez la queue d'un félin et vous ne pouvez pas le faire impunément. Et c'est le cas maintenant avec cette entreprise face au gouvernement tanzanien. Depuis son retour à la magistrature suprême en 2015, le président John Magufuli se montre inflexible dans la lutte contre la corruption. Dans son collimateur, les grandes sociétés minières étrangères qui opèrent en Tanzanie. Pour cause, un rapport parlementaire les accusant d'avoir sous-évalué leur production. Une sous-évaluation qui a entraîné un manque à gagner pour le pays de plusieurs dizaines de milliards de dollars en impôts et redevances depuis 1998. Le diamant n'a pas été exploité ailleurs, ça a été exploité dans le sous-sol tanzanien. Donc ça appartient à la Tanzanie. Vous regarderez un peu partout en Afrique, les codes miniers disposent clairement que toutes les ressources du sol et du sous-sol appartiennent à l'État aujourd'hui et même à l'avenir, ça appartient donc au pays, ça n'appartient pas aux exploitants. Et l'État est faisant partie également de cette entreprise-là. Vous savez très bien que partout dans les entreprises, lorsque l'État n'a que la minorité de blocage de 11%, cela lui permet d'exercer son droit de préemption. Depuis lors, 2 anciens hauts responsables du secteur minier cités dans les rapports parlementaires sur des malversations présumées liées à l'extraction et au commerce de diamants ont démissionné de leurs fonctions sur ordre du président. Il s'agit de l'ex-ministre des Mines Georges Simbachawene et de l'ancien patron de la Société nationale des mines et vice-ministre des Travaux publics et des Transports Edwin Gonyani.
Un mot de sport à présent. Rien ne semble arrêter le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont continué leur montée en puissance dans l'Afrobasket 2017 en s'imposant face à l'Égypte ce jeudi. Score final 66-62. Une victoire qui permet à l'équipe de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Les D-Tigers du Nigeria ont eux également décroché leur ticket pour le dernier carré en s'imposant 106-91 face aux Lions indomptables du Cameroun. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.